La stimulation électrique en médecine, la stimulation électrique est connue depuis longtemps. Probablement, on sait, on a des documents, c'est sur un panneau à Saqqara en Égypte, on sait que 2500 ans avant le Christ, la torpille était connue et les marins du Nil avaient expérimenté par eux-mêmes les effets de ce poisson. En médecine, je ne suis pas sûr que les Égyptiens se soient servis de la torpille. Par contre, les Grecs s'en sont servis et Aristote signalait que la stimulation par la torpille donnait un engourdissement. Et d'ailleurs en latin et en français, torpille, torpere, torpille, torpeur ont la même racine. L'histoire débute de façon très claire un jour en l'an 36 avant Jésus-Christ. Tibère était empereur et dans son palais, il avait un esclave qu'il aimait beaucoup. Il venait de l'affranchir. Il le rencontre dans son palais. « Dis-moi, Antérios, tu ne boites pas aujourd'hui ?»« Non, divin empereur, j'en suis moi-même étonné. »« Et ta goutte ?»« Disparue, divin empereur. »« Raconte-moi, je me promenais ce matin sur la plage, lorsque par mégarde, mon pied goutteux toucha une torpédo échouée depuis peu de temps sur le rivage. Ah, par Jupiter, quelle secousse ! Je ressentis comme une commotion éclair, puis plus rien. Encore mal assuré, je poursuivis ma marche et aux surprises, ma douleur goûteuse avait complètement cessé. Je marche sans aucun effet, sans aucune douleur, moi qui ne pouvais pas faire un pas. Cela a bien sûr été rapporté dans tout Rome. À Rome était installé un médecin, Scribonius Largus, qui a étudié ce problème. Le temps passe, Tibère après Tibère, Caligula, etc. Puis vient Claude comme empereur. Claude avait beaucoup de charges, il était empereur, il avait des femmes compliquées, et il souffrait de la goutte, il souffrait de céphalée. Son médecin était Scribonius Largus, qui a rapporté, qui a traité l'empereur Tibère. On a ses ordonnances. Diapo suivante. Non, c'était la torpille. Diapo suivante, il dit qu'il faut mettre le patient, alors pour Scribonius Largus, c'est des documents du XVIIIe siècle, pour Scribonius Largus, il disait il faut absolument que le pied soit sur la torpille, dans de l'eau salée, il préconisait ceci dans une piscine, et donc il fallait faire la stimulation au niveau du pied ou ailleurs, et pour les maux de tête, la même chose là. Vous savez, d'ailleurs, vous avez vu ce que disait Antérios, la stimulation était assez notable. En tout cas, je ne sais pas si ça marche, en tout cas, l'empereur était très content de Scribonius Largus, il l'a emmené avec lui lorsqu'il est parti guerroyer en Angleterre, à l'époque, il conquérait l'Angleterre. Il y a eu quelques travaux des Romains sur le sujet, en particulier Galien. Galien était un médecin romain, un siècle après, c'était un homme qui écrivait beaucoup. Il a laissé 500 ou 600 livres de médecine et il est resté pendant 1500 ans, ce qui n'est pas mal, la référence médicale essentielle. Il a étudié de façon scientifique, vous allez voir, la torpille. Il s'est posé la question, est-ce que l'effet de la torpille vient de la torpille elle-même ou bien de courant électrique ? Il a donc fait une expérimentation, 130 après Jésus-Christ, une expérimentation où chez certains malades, il faisait des stimulations, chez d'autres malades, il faisait manger des torpilles cuites à l'eau. Il s'est aperçu que seule l'électricité avait un effet. C'était pas mal pour l'époque. Ceci dit, plus récemment, c'est-à-dire il y a quelques années, une équipe que vous connaissez bien s'est penchée sur le problème. Pourquoi les stimulations douloureuses inhibent une autre sensation douloureuse? Ce n'est pas le gate control théorie qui peut l'expliquer. Pourquoi une stimulation douloureuse en inhibe une autre? Cette équipe, vous la connaissez, il y a des gens que vous connaissez, Agnès Roby-Bramy, celui-là aussi, Jean-Claude Villers et Daniel Lebas ont étudié le problème. Nous avons fait une stimulation douloureuse par des méthodes que vous connaissez bien, qu'on a l'habitude. Cette méthode, c'était la stimulation du nerf sural qui entraîne, chez les sujets normaux, un réflexe polysynaptique. Il faut bien sûr faire une stimulation d'une certaine intensité.
je peux vous dire, quand j'ai fait le sujet, que plus on stimule fort, plus ça fait mal, et que vous pouvez très aisément dire, voilà, ça fait une douleur importante, pas importante. Vous classez de 1 à 10 la douleur et vous pouvez mesurer la douleur due à la stimulation électrique. D'autre part, comme vous le savez, la stimulation électrique entraîne un réflexe polysynaptique. Donc, nous avons fait cette stimulation et recueilli le réflexe en faisant une autre douleur au membre supérieur du côté sain ou du côté opposé ou du même côté ou au niveau du visage. Ici, on a fait chez des sujets normaux, la stimulation du nerf sural et pendant ce temps-là, une stimulation douloureuse au membre supérieur avec une stimulation électrique très forte du nerf cubital. Et on voit que, d'abord je peux vous dire que le sujet à qui on stimule fortement le nerf cubital pendant ce temps-là perçoit moins la douleur au niveau du membre inférieur. Et deuxièmement, vous le voyez, pendant la stimulation douloureuse du membre supérieur, homolatéral ou de l'autre côté, on voit une abolition du réflexe polysynaptique engendré par les afférentes nociceptives, et ceci, alors, le réflexe revient progressivement dans les minutes suivantes. Il y a un véritable effet antalgique. Quel est le mécanisme de cet effet antalgique? Est-ce une voie propriospinale ou est-ce une voie ailleurs? Nous avons essayé chez des patients tétraplégiques de Garches, des patients tétraplégiques qui avaient une lésion au-dessus de C7, donc C7 était central, donc au-dessus de C6. Et on voit que chez ces patients, bien sûr, à qui on faisait stimulation du nerf sural chez eux non douloureuse, plus stimulation non douloureuse certes, mais stimulation quand même des afférents nociceptifs au niveau du cubital, c'est-à-dire au-dessus, on voit que chez ces sujets, il n'y a pas de diminution du réflexe polysynaptique. Ce qui est un argument important montrant que la nociception passe par le tronc cérébral et active un système que l'on a appelé Diffuse Noxious Inhibitory Control, NIC, et qui a été publié en 1987. Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, pas grand-chose de nouveau. Mais au milieu du XVIIIe, Munchenbroek, professeur à l'université de Leyde, fait une expérience avec de l'électrisation de l'eau contenue dans une bouteille. Et ça lui a valu à lui-même une décharge dont la violence lui a fait croire que c'en était fait de lui. C'est l'acte de naissance de la bouteille de Leyde, premier condensateur stockant l'électricité et permettant un usage facile en médecine. 3 ans plus tard, Jalabert, qui était professeur de physique à Genève, c'est un homme très connu, il était membre correspondant des sociétés savantes de France et d'Angleterre, il est devenu même président de la République de Genève, c'est un homme connu, rapporte une observation d'un patient, le serrurier Noguès, hémiplégique post-traumatique depuis 5 ans, qui l'a traité et qui a pu, avec électrisation en particulier du membre supérieur, ce serrurier a pu reprendre l'usage de son membre supérieur. Jalabert était très connu, sa publication a été connue de tout le monde et tout le monde s'est jeté dessus. On a vu apparaître un nombre considérable de publications en électrisant des gens, en montrant l'efficacité, etc., pour les hémiplégies en particulier. En particulier 2 personnes, l'abbé Nollet qui a construit des appareils permettant de générer l'électricité. Vous aviez un cercle de coutelier, donc on tournait, qui faisait tourner une sphère de verre qui se frottait contre un truc, une plaque métallique. Ça entraînait une étincelle qui était transmise au patient, lequel recevait une bonne décharge de durée et d'intensité, très très variable. Là-dessus se sont illustrés des tas de personnes, l'abbé Sens, cette machine, tout le monde l'achetait, Voltaire l'achetait, il se plaignait du prix d'ailleurs. Tout le monde dans son cabinet de sciences faisait quelque chose avec l'électricité.
Et les publications pleuvaient, guérison, guérison. Jean-Paul Marat, qui est devenu ami du peuple ensuite, a commencé à travailler sur l'électricité. Il proposait de guérir l'hémiplégie et la sciatique. Il remarquait quand même que la syphilis ne pouvait pas guérir avec l'électricité, ce qui montrait que c'était certains critiques. Et il y avait quand même des critiques, même l'abbé Nollet, qui dit à propos de certaines guérisons, ces gens, c'est des gens qui sont pauvres et qui savent qu'on les assistera dès qu'ils auront les yeux fixés sur eux l'attention des gens en place. Donc l'intérêt de guérir. Et un autre qui est connu, Benjamin Franklin, qui était à l'époque ambassadeur des États-Unis en France, il avait une attitude sceptique et voilà ce qu'il écrivait. L'âme singulièrement affectée à la vue d'un appareil ou d'un effet auquel elle ne s'attendait pas, aurait-elle tellement agi sur le corps qu'elle en eût changé l'état et les dispositions. Ce qui montre que l'inventeur du paratonnerre était aussi celui de l'effet placebo. Grand coup de tonnerre dans le système. Toute fin du XVIIIe siècle, Galvani arrive et l'histoire de Galvani. L'histoire commence de la façon suivante. Monsieur Galvani aimait beaucoup sa femme. Et donc, il était aux petits soins pour elle, et il lui préparait une décoction de grenouilles séchées sur son balcon, pour lui faire un bon petit bouillon. Et les grenouilles sont ensuite séchées sur le balcon. Ensuite, elles ont été mises sur une table en fer, à côté d'un système qui faisait de l'électricité. Et un étudiant de Galvani est passé, a mis un petit fil de fer dans la patte de la grenouille, et pof, la grenouille a bougé. Galvani a refait l'expérimentation, il en a conclu qu'il y avait une électricité animale à développer. 3 ans plus tard, Volta met au point la pile à Cologne. Il présente la pile à l'Académie des sciences en présence de Napoléon, roi d'Italie. L'invention de la pile de Volta permet d'utiliser un fluide beaucoup plus facile qu'avec les autres systèmes. Et Volta dit non, le courant électrique est dû à la différence entre 2 métaux et n'est pas généré par l'animal. Par contre, Galvani avait un neveu, Giovanni Aldini, qui a parcouru ensuite l'Europe, montrant que... Non, c'est autre chose. Qui a parcouru ensuite l'Europe, montrant qu'on pouvait électriser, en particulier des cadavres récents. Les suppliciés, en France, on coupait la tête, en Angleterre, on pendait. Donc, immédiatement après cette expérience, si j'ose dire, on les stimulait, et on voit qu'ils bougeaient, quoi. Donc, c'était plus de la rééducation, c'était de la réanimation. Ça a été très en vogue, et un grand nombre de la médecine française ont stimulé ainsi des Maccabées tout récents, ce qui est assez curieux. En tout cas, l'engouement pour l'électricité persistait. De ces nombreuses descriptions dans tout le XIXe siècle se détache l'œuvre d'un médecin généraliste français qui était installé dans une petite ville de province, un port, Boulogne. Il s'appelait Guillaume Duchesne. Cet homme avait comme passion la médecine et aussi l'électricité et la photographie. Il a commencé sa vie en faisant de l'électroacupuncture à ses patients boulonnais. Puis ensuite, il a été tenté par les travaux de Faraday qui avait décrit des systèmes permettant d'avoir une électricité de durée très connue, d'intensité connue et beaucoup plus facile à appliquer. Il a travaillé sur le sujet. En faisant des électrisations, il avait inventé de petits appareils pour faire des électrisations localisées, comme on voit ici, permettant de stimuler un muscle et pas un autre. Là, on voit la contraction combinée des pauciers et des sourcillers. Le mouvement de la mâchoire est volontaire, donc il montrait les expressions possibles de l'homme. Et il a ainsi pu détailler la physiologie des muscles. Et il a aussi, grâce à ces stimulations, grâce à ces biopsies musculaires qu'il arrivait à faire avec un petit harpon qui lui permettait la biopsie. Il a pu ainsi distinguer les affections musculaires des affections nerveuses, périphériques, voire centrales.
Il a ainsi décrit la maladie qui porte son nom. Guillaume Duchesne a aussi aidé considérablement Martin Charcot dans son travail, et Martin Charcot le considérait comme un maître. Il avait 20 ans de plus que lui, et c'est grâce aux travaux de Duchesne de Boulogne qu'il a pu décrire la sclérose latérale amyotrophique. Jean-Martin Charcot aussi a créé le service, sous l'influence de Duchesne de Boulogne, a créé le service d'électrologie de la Salpêtrière et de photographie, ce qui a permis de conserver de nombreux documents. Durant tout le XIXe siècle et le début du XXe siècle, l'électrologie était quelque chose de très important en médecine. Il existait une spécialité médicale qui s'appelait l'électro-radiologie, oui c'est vrai. L'électro d'abord, radiologie après. Certains étaient plus électriciens que radiologues, qui maintenant s'appelle imageur. Il faisait des tas de choses, diathermie, ondes courtes, tous ces traitements qui sont un peu tombés de mode ont été faits sous l'influence d'un physicien célèbre, D'Arsonval, dont il reste peut-être le bistouri électrique, mais il reste peu de choses de cette activité. Il reste cependant que les techniciens de radiologie sont toujours techniciens d'électroradiologie. Et il y a quelques années, certains étaient beaucoup plus habitués à faire des séances de traitement électrique que des radiographies. Pour finir, quand je suis arrivé au changement d'interne en mai 68, chez M. Elde comme interne, il y avait à cette époque une femme, un de ses attachés de M. Elde, qui était la femme de l'ancien chef de service de rééducation de la Salpêtrière. Ce chef de service était électroradiologiste et faisait des traitements particuliers avec une stimulation permanente, un petit peu comme la TDCS, et avec une stimulation permanente, une électrode posée au niveau de l'œil, au niveau des oreilles ou au niveau du nez, et une électrode occipitale. C'était un courant continu, exactement comme la TDCS, mais on pensait, le nom c'était ionisation transcérébromédulaire. C'était quelque chose qui était considéré comme étant extrêmement utile pour traiter l'hypertonie, pour traiter l'hémiplégie. Monsieur L n'était pas très d'accord. Mais enfin, c'était la femme de son prédécesseur, je crois, qui lui avait promis de la garder. Donc elle continuait en 68, c'est-à-dire en fait 4 ans après que Purpura ait décrit chez l'animal l'efficacité, entre guillemets, de la future TDCS. Donc une jonction entre... Alors on pensait que c'était des ions qui passaient, etc., magnésium, calcium, etc., que ça passait, que ça faisait quelque chose. C'était très douteux. Toute cette histoire, il y a eu des tas de choses, voyez-vous, des tas d'essais, des tas de choses ont été essayées, des tas de miracles. Aujourd'hui, on ne voit plus de miracles. Par contre, on voit dans PubMed les publications augmenter de façon considérable. On peut se demander si la vogue d'aujourd'hui n'est pas un petit peu comme autrefois. Quand même, aujourd'hui, on sait mieux expérimenter. On a fait des progrès quand même depuis Galien. Espérons 2000 ans. Donc on sait mieux expérimenter. Et surtout, nous avons quand même des moyens d'examens cliniques que n'avaient pas autrefois les gens, d'examens morphologiques que n'avaient pas les gens il y a 20 ans, examens biologiques. Nous avons une quantité de données qui nous permettent de mieux cibler les effets, qui sont parfois réels, comme le poisson torpille. On peut quand même aujourd'hui mieux cibler, et nous arriverons, grâce à nos ancêtres qui nous ont montré des tas de choses, nous arriverons à sortir des traitements efficaces pour la plupart des patients. Merci de votre attention.